Bonjour à tous et bienvenue sur Bulle d'air numéro 10, un bulle d'air un peu spécial, car on va parler d'un omnibus Marvel Horror qui est sorti le 4 janvier et donc là dont vous voyez cette vidéo le 20 janvier. Donc il faut comprendre quand même que s'il est sorti le 4 janvier, Marvel Horror c'est quand même un pavé, donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va éplucher tout ça ensemble, hein, parce que c'est quand même un gros truc. Si je vous avais fait une vidéo le 4, ça aurait pas été très honnête parce que ça voudrait dire que je ne l'ai pas lu. Donc là, je l'ai quand même dépecé, lu, inspecté. Donc on va balayer tout ça. Donc ça va être un bulle d'air un peu spécial. Ça sera un bulle d'air qui va durer plus longtemps que d'habitude. J'en suis navré. Donc en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balayer un peu sur ce qu'est Marvel Horror. L'omnibus en question qui est donc sorti, édité chez Panini Comics. Qui sont ces personnages. Donc on va balayer aussi les personnages à peu près et voir à peu près leur histoire. Évidemment, je vais vous parler aussi, vous faire voir quelques dessins parce que ça me paraît la moindre des choses et je vous dirai ce que j'en pense et puis à la fin je vous donnerai quelques infos si ce Marvel Horror vous plaît. J'ai pris des notes, hein, donc ça va être un peu spécial aujourd'hui parce que vous comprendrez qu'il y a quand même, comme je l'ai dit, beaucoup de choses à dire. Alors, c'est un jour, hein, le temps n'est pas toujours avec moi, donc j'ai le soleil d'un côté, le vent de l'autre. C'est très compliqué aujourd'hui pour faire une vidéo, donc on va pas aller se balader à droite à gauche, ça sera pas un bulle d'air comme d'habitude. Hein. Donc, Marvel Horror, c'est quoi? C'est quoi en fait les comics d'horreur de chez Marvel qui ont été édités dans les années 70? Il faut savoir que le Comics Code Authority a relâché un peu plus son étau autour des maisons d'édition de comics. Et donc, Marvel s'est permis d'éditer déjà en préambule certains personnages, notamment Morbius, le vampire vivant, qui n'est pas tout à fait un vampire, mais qui passait pour le Comics Code. Manwolf, qui n'était pas tout à fait un loup-garou, mais qui est quand même un loup-garou. Donc, déjà, il y avait des préambules avant, puis il y a le retour, surtout du cinéma de la Hammer, les films d'Universal qui reviennent à la mode, que les gens regardent avec Frankenstein de Boris Karloff, enfin bref, les Dracula de Lugosi ou de Christopher Lee, enfin voilà, tout ça fait que les vieilles franchises d'horreur reviennent à la mode dans les années 70 et Marvel va pas se priver pour des raisons en plus très simples, puisque beaucoup de personnages sont libres de droit, donc il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser dans l'univers Marvel. Donc, Marvel Horror Omnibus va s'intéresser à des personnages de niche, mais vraiment de niche de Marvel. Donc on ne va pas s'intéresser à la première couche des personnages Marvel d'horreur connus, ni peut-être même à la deuxième, mais vraiment à la troisième. On va au fin fond du truc pour ressortir des personnages qui sont, surtout vus de France, très peu connus, ou pas connus du tout. Donc, Exy, dans ce Marvel Horror, Dracula. Vous ne verrez pas Dracula, en tout cas il n'est pas dédié à Dracula, étant donné qu'en plus 3 omnibus ont déjà été édités. J'y reviendrai un jour, je ferai quelque chose sur les omnibus Tomb of Dracula. Exy, Werewolf by Night, Exy, le monstre de Frankenstein de Mike Ploog, Exy, Manwolf, Exy, Morbius le vampire, Exy, Ghost Rider, Exy, le fils de Satan, Hellstrom, Exy, Man-Thing, donc l'homme-chose, qui est l'équivalent de Swamp-Thing ou de la créature du marais chez Marvel. Donc, cet omnibus n'est pas dédié à ces personnages-là. Mais alors, à qui ils sont dédiés, hein? C'est ça que vous vous posez comme question. Eh bien, avant d'en parler, il faut que vous sachiez déjà à peu près tout ce qu'il y a dans l'omnibus. Donc, je vais vous balayer à peu près les noms des comics, les références, à peu près aussi, voilà. Il y a des choses qui vont peut-être vous poser des questions, mais auxquelles on va essayer d'y répondre. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette vidéo, vous pouvez les laisser dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Donc nous avons à l'intérieur Stromstall, 1969 à 1974 et 169 à 174 et 176 à 177. Elle concerne principalement Frère Vaudou,
Donc inédit sauf le 169, donc la première apparition de Frère Vaudou qui est apparue chez Hachette chez nous. Hein. Et elle comprend aussi le personnage du golem, donc on va y revenir aussi, dont les épisodes sont inédits. Vous avez Supernatural Thriller 5, 7, de 7 à 15, qui concerne la momie, paru dans Dracula et Frankenstein Pocket de chez Harody Artima. Vous avez Astonishing Tale 21 à 24, le Colosse Vivant ou It ou Ça du 21 au 24, ça concerne Eclipso 69, toujours chez Harody Artima. Vous avez Dead of Night, Marvel 11, Marvel Spotlight 26. Là, ça concerne Scarecrow, qui est en fait l'épouvantail. On y reviendra aussi, parce que l'épouvantail, il y en a 2 chez Marvel, donc il faut clarifier les choses. Donc, qui est paru dans Eclipso 60 et Eclipso 61. Vous avez Marvel Chiller pour Mordred, le mystique, dans Eclipso 67 et 70. Vous avez Marvel Team Up 24, donc Frère Vaudou, qui concerne Frère Vaudou, qui a été publié dans les éditions Luc, dans l'album Araignée, Le Retour de Morbius. Vous avez Werewolf by Night, 39 à 41, qui concerne, là pour le coup, Frère Vaudou, 39 à 41, et qui est paru dans Dracula le vampire numéro 10, Une croix pour un vampire, chez Harody Artima. Vous avez Marvel 2 in 1, 11, 18, 33, 41 et 95, qui concernera le Golem, paru dans Special Strange numéro 8, Scarecrow, paru dans Special Strange numéro 14, Mordred, 33, Hulk, paru dans Hulk, collection Flash 28, Frère Vaudou, 41, paru dans Frankenstein 18, La Momie 95, qui est totalement inédit en France. Vous avez Doctor Strange 48, qui concernera le frère Vaudou, qui est inédit en France. L'Incredible Hulk 48, qui concerne le Colosse ou 8, qui est paru dans Hulk Flash numéro 9, toujours chez Harody Artima. Vous avez Fantastic Four 222 à 223, paru dans Nova 96 et 97, qui concerne un personnage, mais quasiment inconnu en France, qui s'appelle Gabriel le chasseur de démons. Il a un look à la Nick Fury, mais on y reviendra. Vous avez Avengers 185 et 187, qui concerne Mordred, dans l'album Les Vengeurs d'Harody Artima, le mystère de Wandagore. Vous avez aussi Material from Zombie de 1 à 10, paru dans Tale of the Zombie de 1 à 10, le 1 dans L'étrange invasion, du 2 au 6 et 9 inédit, le 7 et 8 et 10 dans l'histoire de Zombie, 1 et 3 de France Sud Publications. Donc moi j'en ai eu un entre les mains, c'était à l'époque, mais ça devait être le numéro 2 je crois, ou numéro 3, je sais plus. Haunt of Horror de 2 à 5, qui concerne Gabriel le chasseur de démons, inédit en France. Monster Unleashed, excusez-moi si mon accent anglais n'est pas terrible, numéro 11, qui concerne Gabriel le chasseur de démons, donc inédit, numéro 11, inédit en France. Bizarre Adventure 33, Tale of the Zombie, inédit en France. Menace 5, Tale of the Zombie, inédit en France. Moon Knight 21, ça concerne Frère Vaudou, mais inédit en France. Tale of Suspense 14 et 20, le Colosse ou Ça ou It si vous préférez, inédit en France. Strange Tale 74 et 89, qui concerne le personnage de Gorgola, la gargouille vivante, inédit en France. Et Fin Fang Foom, le fameux dragon chinois, qui est apparu dans Sidéral 28 et Satan numéro 13, toujours chez Harody Artima. Donc vous l'avez compris, les personnages dont on va parler sont Zombie, Frère Vaudou, le Colosse ou It ou Ça, vous l'appelez comme vous voulez, le Golem, Gabriel le chasseur de démons, Mordred le mystique, la Momie, Gorgola et Fin Fang Foom. Voilà, vous avez à peu près toutes les infos concernant ces personnages. Donc on va commencer par un personnage qui n'est autre que Zombie de Tale of the Zombie. Alors là, je dois vous avouer que c'est la super bonne surprise de ce Marvel Horror. L'avantage de cet omnibus, en plus, ce qui est génial, et c'est ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez lire l'omnibus de la manière dont vous voulez. Il y a tellement de personnages, tellement de séries, que finalement, si vous commencez par Mordred, vous commencez par Mordred. Si vous voulez commencer par Zombie, vous commencez par Zombie. Voilà, c'est l'avantage du truc. Donc dans Tale of the Zombie, l'histoire concerne Simon Gart,
le roi du café à la Nouvelle-Orléans. Un PDG très important qui élève seul sa fille qui a 21 ans dans l'histoire et qui est très très jolie. Il a un jardinier un peu particulier. Son jardinier lorgne sur sa fille qui a l'habitude de prendre des bains toute nue dans la piscine. Après tout, elle est chez elle, elle fait bien ce qu'elle veut. Donc du coup, lui, très attiré par sa fille, va essayer de la forcer, vous imaginez bien, pour faire des choses pas très catholiques. À ce moment-là, Garth apparaît, attrape le jardinier et lui casse littéralement la gueule. Il le défonce de A à Z. Le jardinier s'enfuit et s'en va en hurlant sa colère et sa haine, en disant qu'il reviendra et qu'il se vengera. Mais comment va-t-il se venger? Il va contacter une secte qu'on appelle la secte rouge. C'est une secte vaudou. Donc vous avez compris, le zombie que nous allons découvrir est un zombie qui n'a rien à voir avec George Romero. Rien à voir avec Walking Dead, rien à voir avec La Nuit des Morts Vivants. Rien à voir avec Zombie, toujours de George Romero ou Le Jour des Morts Vivants. Ce n'est pas un zombie contaminé qui contamine les autres et qui est anthropophage ou cannibale. Non. C'est un zombie dans l'état brut du mythe d'origine des vaudous. C'est-à-dire un esclave, un mort-vivant esclave au service d'un homme. Garth va se faire enlever par ce jardinier qui le livrera à la secte rouge. La prêtresse est sur le point de le sacrifier, mais la prêtresse reconnaît Garth. Il s'avère que c'est la secrétaire de Garth et elle est amoureuse de lui. Donc elle le sauve en le libérant et en le détachant de ses liens. Il s'enfuit dans les marécages du bayou, mais il est poursuivi par évidemment le jardinier qui l'attrape, le tue et demande à la secte, en dédommagement, de le ressusciter en tant que zombie pour qu'il devienne son esclave. La prêtresse lui donnera un pendentif qui lui permettra de contrôler le mort-vivant qui lui-même aura ce pendentif. Évidemment, l'histoire va capoter et Zombie va se libérer de l'emprise de jardinier. La suite, je vous laisse deviner. En tout cas, c'est toute une série autour de ce personnage. Comme je vous l'ai dit, qui est paru en France alors je reprends mes notes parce que... qui est paru dans Histoire de zombies 1 et 3 de France Sud Publications. Voilà. Donc, une série de comics que tout le monde a oublié, j'en suis certain, à part les plus férus d'entre vous, j'en suis sûr. Concernant les créateurs, alors là, moi, c'est au niveau dessin, j'en ai pris plein les rétines, c'est là où c'est le meilleur. On a quand même du très très lourd. Bon, déjà, le premier épisode est dessiné par John Buscema, donc Big John Buscema. Nous avons aussi Alfredo Alcala, dont j'ai parlé dans un précédent Bulle d'air. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le fameux dessinateur de ces petits livrets de comics qui concernent les maîtres de l'univers, entre autres, qui a dessiné du Savage Sword of Conan et qui a dessiné aussi Le secret de la planète des singes, toujours chez Marvel. Vous avez Pablo Marcos. Alors moi, celui-là, je ne le connaissais pas. Je sais qu'il a beaucoup travaillé en tant qu'encreur, très très peu en tant que dessinateur, et il m'a coupé le sifflet. Mais vraiment, littéralement, coupé le sifflet. Donc, sur cette série-là, Tale of the Zombie, ma première impression, tout en gardant dans le contexte qu'on est dans l'âge de bronze, donc dans les années 70, c'est un oui majeur. Et c'est pour moi la meilleure série de ce Marvel Horror, mais complètement la meilleure série. Dans les autres personnages, donc il y a Frère Vaudou, qui est un personnage qu'on connaît un petit peu plus pour ceux qui ont lu l'album de l'araignée, Le Retour de Morbius, Frère Vaudou, ou alors Une croix pour un vampire chez Harody Artima, où le personnage apparaît. Frère Vaudou s'appelle en fait Jericho Drum, et c'est un médecin. Il est originaire d'Haïti et de Port-au-Prince. Son histoire est qu'il a un frère jumeau qui est une sorte de mage ou de magicien ou de médecin, on va dire ça, qui utilise les rites vaudous pour soigner et aider les gens. Malheureusement, un autre vaudou vient à Port-au-Prince et défie donc le frère de Jericho. Et donc le frère s'appelle Daniel, si ma mémoire est bonne, et défie donc le frère de Jericho et le tue littéralement. Fou de désespoir, Jericho emmène son frère jumeau avec lui et vont
retrouver son mentor du nom de Papa Jumbo, qui est un espèce de vaudou qui vit au fin fond de l'île et qui va l'aider à l'initier à l'art du vaudou. Et donc qui va lui transmettre des pouvoirs et l'esprit de son frère qui va rentrer dans son corps, ce qui va lui donner une force décuplée par 2. Il peut aussi rentrer en possession des corps des autres. Et frère vaudou, évidemment, va affronter, donc j'ai oublié le nom, c'est Damballa, le vaudou, pour reprendre le pouvoir sur l'île et devenir frère vaudou. Il va rencontrer et affronter différents ennemis comme le Baron Samedi, l'Ergot Noir. Alors attention, l'Ergot Noir, il ne s'agit pas de l'Ergot Noir qui a ressuscité Wonder Man dans les Avengers. Non, là, il s'agit du premier Ergot Noir, le deuxième qui a ressuscité Wonder Man, et un peu celui qui a hérité des pouvoirs du premier. Voilà, donc... Et puis, côté héros, il va rencontrer pas mal de monde, puisqu'il rencontre quand même Spider-Man, Werewolf, donc le loup-garou, la chose, Moon Knight et le Docteur Strange. Côté dessin, c'est Gene Colan qui s'y colle, et croyez-moi, Gene Colan, alors il y a ceux qui n'aiment pas, comme un certain Bob Zombie. Hein, d'ailleurs, je lui dédie avec beaucoup d'amour cette vidéo, puisque Bob Zombie, hein, Tale of the Zombie, Marvel Horror, c'est pour lui que je fais cette vidéo. Donc Gene Colan, voilà, qui est toujours à la pointe. Moi, personnellement, je suis un admirateur, donc j'ai pas de souci avec lui. On arrive donc ensuite à la momie. Ah, la momie. Alors l'histoire de la momie, c'est Nkantou, exactement. Et l'histoire se déroule 3000 ans en arrière, à l'époque de l'Égypte antique, donc l'Égypte des pharaons. Nkantou est un roi d'une ethnie africaine, et c'est un géant incroyable, fort physiquement, un vrai colosse, et qui se retrouve esclave avec son peuple des Égyptiens à construire des pyramides jusqu'à ce que mort s'en suive. Nkantou va, préparer sa vengeance en conduisant la révolte des esclaves pour affronter le pharaon. Évidemment, il va tuer son prêtre d'un simple jet de lance, et en s'approchant du pharaon, le pharaon très perfide va lui jeter une potion qui va paralyser Nkantou. Nkantou se retrouve et se réveille attaché à une croix de Saint-André, complètement bandelé comme une momie, et là le pharaon lui explique le sort qu'il lui réserve. Il va lui confier l'immortalité de vivre sans se nourrir, sans boire, et son corps va dépérir tout en restant vivant, et tout en l'enfermant dans un sarcophage, jusqu'à ce qu'on le découvre. Alors évidemment, ça se passe quand même à une époque sous fond de guerre des 6 jours. Donc vous imaginez bien, ça se passe en Israël, la momie ressurgit, le personnage aussi va débarquer à New York à un moment donné parce qu'il finit électrocuté, il revient, au final il va découvrir qu'il est au XXe siècle et donc errer au début aux États-Unis pour ensuite disparaître dans un monde parallèle où 4 dieux élémentaux qui étaient là à l'époque avant même la chrétienté, avant même toutes les religions, se retrouvent enfermés dans cette dimension et demandent à Nkantou, donc la momie, de retrouver le scarabée en rubis, qui est un artefact qui peuvent leur donner le pouvoir de se libérer et aussi régner sur le monde s'ils reviennent sur Terre. Évidemment, la momie ne va pas répondre en faveur de ces dieux élémentaux, mais ça, à la suite, vous la découvrirez. Sachez quand même qu'on retrouve un personnage de Marvel, connu aussi, un ennemi des X-Men. Il s'agit du pharaon vivant, parce que Nkantou, donc la momie, va se retrouver face au pharaon vivant, donc on a vu face aux anciens X-Men, face à Thor, à Spider-Man dans Marvel Team Up, face aussi aux 4 Fantastiques, dans un album Top BD qui lui est dédié et consacré. Et puis si je dis pas de bêtises, face à Luke Cage et Iron Fist aussi, dans un album Arodi Artima dédié aussi, et dans l'intégrale qui lui est dédiée. Concernant le scarabée de Ruby, vous pouvez le retrouver dans l'intégrale Miss Marvel, puisqu'il réapparaît dans cette intégrale à la fin. Donc voilà, vous en saurez peut-être un peu plus sur cet objet mystique. Donc ça, c'était concernant la momie. On passe maintenant au colosse. Alors le colosse, là on est sur du farfelu de chez farfelu. Concernant la momie, concernant zombie, très bien, très très bien. Frère Vaudou,
Bien, franchement bien, ça va. Concernant la momie, les dessins top, j'adore. D'ailleurs, est-ce que j'ai noté le dessinateur? Malheureusement non. Mais franchement, les dessins sont plutôt sympas. Je trouve que dans l'ensemble, si je reprends tout l'omnibus, les dessinateurs sont plutôt corrects et plutôt bons. J'en parlerai aussi sur Modred parce que j'ai beaucoup aimé le style que prend le dessinateur et ça m'a fait beaucoup penser à Prince Vaillant. Enfin bref, j'ai trouvé ça intéressant. Le colosse, évidemment, ça c'est autre chose. Il faut avaler l'idée. Donc en Union soviétique, donc c'est dessiné par Jack Kirby, évidemment on a été chercher une très très vieille histoire, où Boris, un sculpteur, va sculpter à la demande du gouvernement soviétique une statue gigantesque d'un être humain très costaud, mais de la taille d'un King Kong, soyons clairs, faite de pierre. Arrive à ce moment-là une soucoupe volante, avec un extraterrestre qui a la capacité de rentrer dans la pierre et de s'emparer de la statue. Ce qui fait qu'il va réveiller le colosse va s'en prendre à l'Union soviétique et détruire l'armée russe, enfin bref, pas content, on va tout péter, enfin un espèce de King Kong soviétique est créé. L'extraterrestre va quitter le corps du colosse et reprendre son vaisseau spatial et repartir sur sa planète. Du coup, le colosse se retrouve paralysé, ne bouge plus. Les Russes veulent s'en débarrasser, ils le mettent sur un bateau et direction les États-Unis. Et parallèlement à ça, les extraterrestres reviennent en se disant si on utilisait le colosse pour réduire l'humanité en bouillie. Et donc rebelote, il rentre dans le colosse. Alors en plus, le colosse, non seulement il a une force surhumaine, mais il vole. Alors là, je vous avoue, c'était un peu difficile à avaler. On est vraiment sur des récits des années 50-60 où on se dit les gars, quand même, vous avez un peu abusé, quoi. Donc, le colosse, pareil, même chose, va foutre le bordel aux États-Unis. Les extraterrestres vont se barrer. Je ne sais plus pourquoi, parce que j'ai déjà oublié ce récit. En revanche, nous avons un personnage qui est Bob O'Brien, donc qui est spécialiste des effets spéciaux à Hollywood et qui veut un peu raconter cette histoire, mais au cinéma. Et donc, évidemment, on lui demande de faire les effets spéciaux du colosse et lui-même va finalement rentrer en contact avec cette pierre et son esprit va s'emparer du corps. J'ai oublié, il a eu un accident et il est tétraplégique. Donc l'esprit rentre à l'intérieur de la statue et rebelote, le colosse intervient. Alors au début, il faut qu'il comprenne un peu ses pouvoirs, ce qui lui arrive. Et puis après, ensuite, il se retrouve confronté à des gargouilles extraterrestres d'un certain Gargola, toujours dessiné par Jack Kirby, dont on nous raconte très rapidement les origines sur un mini-épisode. Puis il va rencontrer le Godzilla de l'univers Marvel, Fin Fang Foom. Alors là, ça va être grosse baston entre le colosse et Fin Fang Foom. Finalement, Fin Fang Foom est gentil, alors qu'on ne nous l'avait pas présenté comme ça sur ses origines, parce que vous avez sa première apparition dans ce Marvel Omnibus. Là, il est présenté plutôt de manière sympathique et il fout une bonne branlée aux gargouilles extraterrestres. Voilà. Pour finir, le colosse sera détruit par l'incroyable Hulk dans un épisode qui lui est consacré. Chose étonnante, O'Brien n'est plus tétraplégique dans cet épisode. J'ai pas bien compris pourquoi. Enfin bref, parce que si le colosse, si je dis pas de bêtises, c'est un savant fou qui s'en empare avec un appareil spécial et évidemment il va affronter Hulk qui va le péter, mais membre par membre. Voilà. Et ça sera la fin définitive du colosse. Nous avons donc, après le colosse, le golem, originaire de Prague. Donc là, on est à une époque des persécutions juives en Europe centrale, où un certain Judas Benzazel, si j'écorche son nom, qui va créer le fameux golem de la mythologie judaïque, qui est très connu, enfin pour ceux qui s'y intéressent un peu, et qui est en fait une sculpture créée de toutes pièces en pierre et qui prend vie pour venger ou pour protéger les gens qui appellent le golem. Là, en l'occurrence, évidemment, les juifs qui sont persécutés. Le golem donc prend vie à l'époque des persécutions, donc on est 500, 600 ans en arrière, et va foutre des branlées à tout le monde, partir au Moyen-Orient pour finir par être oublié et abandonné en plein milieu du désert, jusqu'au jour où des archéologues le retrouvent. Des archéologues dont l'archéologue comprend à peu près à quoi il a affaire.
cette statue étrange, et évidemment, malheureusement, il va se faire tuer par des déserteurs, donc il va ressusciter le golem va s'attaquer aux déserteurs, et par la suite partir à New York pour accompagner la famille de monsieur, que j'oublie pas son nom, Abraham Adamson. Et voilà, donc il suivra la famille d'Adamson puisque Abraham est tué. La suite, on la retrouve dans un spécial Strange où le golem affronte la chose. En ennemi, il a un certain Kabbalah qui est un démon pas terrible, hein, graphiquement, visuellement, je sais pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Surtout quand on voit les dessinateurs, on se dit ils auraient pu faire un peu plus d'efforts. Là c'est pareil, il veut s'emparer du pouvoir du golem, donc ça va être son adversaire attitré, en sachant que le dessinateur, le scénario c'est Len Wein, et que le dessinateur c'est John Buscema. Nous avons aussi Tony Desunga, qui est franchement un dessinateur que je découvrais, qui est plutôt pas mal. J'ai trouvé que c'était assez bien ses dessins. On arrive à Gabriel, le chasseur de démons. Alors Gabriel, il a le look de Nick Fury. C'est tout simplement. Il a un œil poché, une mèche blanche, mais là, pour le coup, qui lui arrive au milieu, reproche à la série quand même, on ne raconte pas ses origines. Donc ça, c'est même beaucoup embêtant, je trouve. Et donc du coup, on comprend que c'est un exorciste, probablement un prêtre défroqué, parce que on n'a pas plus d'explications. On comprend qu'il a été rattaché un temps au clergé, qu'il a été aussi possédé, et qu'il a une croix complètement en cicatrice sur le torse. Il a, j'imagine, des pouvoirs plus ou moins mentaux pour affronter les démons qu'il va affronter, puisqu'il est appelé en dernier recours par l'Église ou par des gens pour justement les exorciser. Alors, Gabriel a été créé à l'époque de l'Exorciste, évidemment, le film. Sauf que, donc je ne sais plus, c'est Doug Monk qui raconte un peu l'anecdote, c'est très intéressant à lire d'ailleurs, dit qu'il n'avait pas vu le film, mais il connaissait l'auteur du roman, et qu'il l'avait lu dans une émission, et c'est là où l'idée lui est venue en se disant, mais si on créait un espèce de héros exorciste qui interviendrait pour aider les gens. Donc le dessinateur c'est Sonny Trinidad, et il y a aussi Sonny Trinidad, oui non c'est ça, voilà. Il habite, et oui, à l'Empire State Building, au 13e étage de l'Empire State Building. Il va rencontrer les 4 Fantastiques dans un épisode où ils affrontent les 7 de Salem, et où Franklin Richard sera possédé. Donc là, encore une fois, il va falloir qu'il intervienne. C'est pour ça qu'on l'a vu très peu en France, mais vraiment dans Nova. Et moi-même, je l'avais oublié à l'époque. Et quand j'ai revu ces épisodes, je me suis dit, mais mince, maintenant, le revoyant, j'étais persuadé que c'était Nick Fury. Comme quoi, je ne lisais pas bien les Nova à l'époque, quand même, franchement. Mais c'était, voilà. Je vous le ferai voir, évidemment, tout à l'heure pour vous donner une idée, hein. On enchaîne avec Scarecrow, ou l'épouvantail. Alors là, attention, qu'il n'y ait pas de confusion. Il ne s'agit pas de l'ennemi d'Iron Man. Donc, il ne s'agit pas de ce contorsionniste qui est dresseur de corbeaux et qui est un cambrioleur et qui est souvent associé au porc-épic, à la torpille ou l'anguille, à la licorne ou au maître ou à l'homme-plante, pardon. C'est un personnage très différent. Là, pour le coup, qui n'a absolument rien à voir avec l'épouvantail d'origine, donc le criminel. Là, on a affaire à une créature fantastique. Là, même problème, on ne nous explique pas ses origines. On comprend que c'est un gardien d'une porte, d'un portail dimensionnel, qu'il est dans un tableau, qu'il doit empêcher, alors j'essaie de me souvenir de tout le monde, hein, le culte de Calumet, d'ouvrir ce portail pour qu'il puisse envahir notre monde. À chaque fois que, évidemment, on s'attaque à ce tableau, l'épouvantail surgit et apparaît. Il reste des mystères, des zones d'ombre sur ce personnage qui ne sont pas expliquées ou qui sont sous-entendus. Par exemple, c'est Jess Duncan, le propriétaire du tableau. Donc en fait, il achète le tableau à une vente aux enchères. Mais à chaque fois que l'épouvantail apparaît, son frère, Dave Duncan, lui, disparaît. Et c'est vrai qu'on ne répond pas à cette question. Est-ce que ça veut dire que l'épouvantail s'empare du corps de Dave Duncan, ou est-ce qu'il sort réellement du tableau? Ça reste assez fou. Évidemment, il est apparu dans Special Strange, j'en ai parlé tout à l'heure, et il a rencontré la chose.
mais c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Je veux dire, c'est l'épouvantail, il a fait un passage, mais étoile filante. Vous voyez, pour vous dire qu'on est vraiment sur des personnages très 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 confidentiels. On enchaîne sur Mordred le mystique, dont certains d'entre vous doivent un peu plus connaître. Donc là, on a affaire, c'est un couple d'archéologues qui s'appelle Grant Whittaker et Janet Layton. En fait, c'est un couple qui va découvrir dans une crypte le corps d'un être du Moyen-Âge habillé en mage, et en fait, il s'agit de Mordred. Il pense qu'en fait, il est conservé avec la rareté de l'oxygène, que les bactéries n'ont pas détruit son corps, mais en fait, il est réellement vivant et il se réveille d'une léthargie. Là, on découvre son histoire. En fait, on apprend que Mordred était un apprenti mage, que son mentor s'appelle Gervas, c'est ça, c'est un magicien, et qu'en fait, il souhaite, parce qu'il vit à l'époque de Camelot, donc du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde, il souhaite Mordred être l'apprenti ou l'un des apprentis de Merlin l'Enchanteur. Sauf que Gervas commence à le prévenir en lui disant « Tu sais, Merlin n'est plus tout à fait le même homme. Il est devenu beaucoup plus tourné vers les arts occultes et un peu plus maléfique qu'il a été à une certaine époque. Et quand tu deviens un de ses apprentis, tu n'as plus la possibilité de le quitter. Et en fait, si tu souhaites te marier avec la femme que tu aimes, puisqu'il aime une femme, tu ne pourras plus jamais la revoir. » Donc, Mordred décide de trouver un grimoire très très connu, puisqu'on a eu un film qui a été dédié là-dessus il n'y a pas longtemps, du MCU, qui concerne le Docteur Strange et la sorcière rouge. Il s'agit effectivement de ce grimoire, le Darkhold, qui est enfermé dans une tour où Merlin l'Enchanteur lui-même a fait garder pour qu'on justement ne touche pas à ce grimoire qui a un passé très 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 lointain et qui traverse les âges. Malgré tout, Mordred veut s'emparer de ce grimoire, prendre le pouvoir pour évidemment ne plus avoir besoin de Merlin l'Enchanteur. Ce même Merlin qui n'est pas tout à fait Merlin l'Enchanteur. En fait, il s'agit d'un personnage qu'on connaît pour ceux qui ont lu les X-Men, même l'incroyable Hulk, et même certains épisodes de Thor, ou un épisode de Thor. Il s'agit de Maha-Yogi ou de Warlock, c'est comme ça qu'on l'avait appelé pour la première fois, rien à voir avec Adam Warlock, ni Warlock le nouveau mutant. Et donc nous avons un personnage qui existe, parce que Maha-Yogi, en fait, son histoire, elle est liée à une pierre qu'il a récupérée et qui lui procure l'immortalité. En fait, ses origines sont très liées à Ulysse Bloodstone, mais un autre personnage dont je parlerai un peu à la toute fin. et Maha-Yogi, en fait, a pris la place de Merlin, et Merlin, quand il est revenu, a mis Maha-Yogi dans une forme de léthargie, jusqu'à ce que Thor le réveille, puis il va rencontrer les X-Men, et enfin, son destin sera scellé quand il rencontrera le Docteur Druid et l'incroyable Hulk, dans un album Gamma, ça que vous chercherez par vous-même. Mordred, en récupérant le grimoire, se retrouve possédé par le grimoire, possédé par l'esprit de Enamorat, excusez-moi si j'ai pas pas simple, et au final, son maître va le plonger en léthargie parce qu'il peut pas, il deviendrait un être maléfique, et quand ces deux archéologues vont le réveiller, Mordred va avoir une phase en fait vraiment de ce qu'il était, c'est-à-dire un homme bon et bien, et il va aider au maximum les gens, sauf que cette possession va reprendre le chemin. La conclusion, vous la connaissez ou pas, puisque c'est dans un album des Vengeurs de chez Arodi Artima, où effectivement dans 2 épisodes des Avengers, où il va avec la sorcière rouge sans parler du Darkhold, et elle va être possédée par Chthon, le prêtre, le magicien qui a écrit le fameux Darkhold. Voilà en gros tout ce que raconte ce Marvel Horror. J'espère en tout cas que j'ai été assez complet sur les dessins. Et ben, c'est pas le tout quand même. On va vous le faire voir, le Marvel Horror. Parce qu'on en parle, mais je le fais pas voir depuis tout à l'heure. Donc j'ai fait quand même une bonne demi-heure sur le sujet. Pour Zombie, j'ai essayé de vous retrouver. Voilà. Une couverture quand même mythique de Zombie.
des dessins aussi dingues. J'essaie de retrouver, hop là, parce que j'ai mis des marques, hein, parce que vous imaginez bien que c'est pas simple. Là, c'est un dessin de Pablo Marcos, comme vous pouvez le voir, un magnifique dessin de Pablo Marcos. J'essaie de vous laisser en profiter un petit peu quand même. Toujours du Pablo Marcos. Mon Dieu, quel dessinateur. C'est vraiment un excellent dessinateur. Quelques planches quand même qui sautent les rétines, comme on dit. Hein. Hop, ça va prendre un peu de temps, je suis navré. Hein. Toujours du Pablo Marcos. Franchement, je comprends pas pourquoi ce type est resté trop longtemps. Il est resté trop longtemps encreur. Moi, je comprends pas pourquoi on lui a pas plus confié de série à dessiner. Il y a sûrement une histoire et une raison, hein, que je ne connais pas et je vais pas non plus rentrer dedans. Peut-être que vous avez la réponse. Et dans ce cas de figure, vous pourrez vous-même y répondre. J'espère que les dessins vous plaisent, hein, parce que moi, franchement, j'en ai pris plein les rétines. Hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment du bonheur. Il y a des pleines pages et tout. Wow, c'est top. Franchement, c'est top de top. Bah, Frère Vaudou, si vous voyez pas qui c'était, hop là, j'ai essayé de vous le faire voir. Ça, c'est Frère Vaudou. Donc, un dessin de Gene Colan. Alors, on a aussi la momie. Viens ici, la momie. La momie. Hop là. Que vous avez là. Que je lisais, moi, dans Frankenstein. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns des Frankenstein. C'était l'une des séries que je connaissais finalement le mieux dans cet omnibus. Encore la momie. D'ailleurs, c'était la couverture du Frankenstein en question. C'était cette couverture-là. Les dessins sont quand même très sympathiques. Franchement, c'est un vrai bonheur. Le colosse, bon, on fait très vite quand même parce que ça n'a pas un intérêt très particulier. Voilà, ça vous donne une idée de qui est le colosse. Le vilain pas beau. Le King Kong un peu de l'univers Marvel. Un petit tour chez Fin Fang Foom, si vous n'avez pas vu de qui il s'agissait, on trouve même des figurines en plomb concernant ce personnage qui est quand même assez anecdotique dans l'univers Marvel. Le Godzilla de Marvel, c'est vraiment ça, quoi. Le golem que vous avez ici, qui est splendidement bien dessiné, je crois, par Big John Buscema, là. C'est vraiment... non, là, c'était une plus ou moins belle surprise. Bon, dommage, la série n'a pas fonctionné. Alors, Gabriel, on passe à Gabriel. Et je me mets à chanter. Donc là, vous avez Gabriel. Vous voyez son look, à peu près. Je dois vous avouer que c'est vraiment Nick Fury, le mec. Quand on le voit, on se dit, ouais, mais attendez, les gars. Et enfin, l'épouvantail, je vous le fais voir en couverture, très très rapidement. Voilà. Donc apparu après, effectivement, qui a rencontré et notre ami Modred, que vous avez ici. Donc c'est le fameux épisode des Avengers. Donc juste derrière la sorcière rouge. Je vais essayer de vous trouver un autre dessin. Peut-être plus... Et on sent que la sorcière rouge, il va lui arriver des bricoles dans son lit. Moi, je vous le dis. Hein. Voilà. Donc, bah, vous avez l'idée de quand même... C'est quand même un album, c'est un omnibus de 1300 pages. Alors, sur les informations que je peux vous donner, parce qu'il y a quand même une petite info pour conclure. C'est qu'il existe un Marvel Horror numéro 2 qui n'est pas encore édité chez Panini, qui le sera peut-être ou pas en fonction du succès de l'omnibus. Hein. Je ne vais pas
pas prédire des choses. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu? Parce que vous vous dites quand même, là on est dans la niche de la niche, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir concernant le contenu de ce Marvel Horror? Eh ben, vous avez Ulysse Bloodstone, donc le chasseur de monstres, dont il est question dans le mini court-métrage ou film qui concernait Werewolf by Night sur Disney+. On en parle beaucoup d'Ulysse Bloodstone. Blade, il sera question de Blade, de Lilith, la fille de Dracula, de Satana, la sœur de Hellstrom, de Odia Twist, détective du surnaturel. Ne m'en demandez pas plus, je ne sais pas qui c'est. De John Kowalski, agent de la mort, pareil, idem, je ne connais pas ce personnage. Il va être question aussi de Wendigo. J'imagine que Wendigo, ça va être des rééditions d'épisodes où il apparaît face à l'incroyable Hulk ou dans Uncanny X-Men face à Wolverine et à la division Alpha. Il sera aussi question de Man Phibian, une créature, la créature du Loch Noir de chez Marvel. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo, elle vous a plu. Et j'ai fait 40 minutes quand même sur le sujet. Je pensais en faire moitié moins. Le temps se gâte, parce qu'on n'est pas gâté par le temps, moi je vous le dis, mes petits amis. Donc je vous embrasse tous. Et je vous dis à la prochaine, où vous verrez, il y aura du vent, mais il y aura du soleil. Il va être question d'un certain aventurier. Je pense d'ailleurs aux comics de Fred. Je parle beaucoup de lui dedans, donc dans celui qu'on va, enfin la future émission, donc qui sera Bulle d'Air numéro 11 et qui concerne Bob Moran. Waouh! Et puis je voulais embrasser tous les vidéastes encore une fois qui me soutiennent. Enfin franchement, vous êtes tous sympas, vous êtes des amours. Je pense aux rubriques de G par exemple qui a encore fait de la pub pour moi. Enfin franchement, ça me touche énormément. Et puis au French Geek qui nous suit, et puis à tous les autres, à Juju, à Julien, Norman, et puis je vous embrasse tous, je vous fais des gros bécos, et puis je vous dis, n'oubliez pas, Le Parisien, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Bisous à tous.